Alors, donc pour la dernière partie, en fait, on va parler des galaxies. Voilà, donc c'est la dernière partie du cours. On s'éloigne de plus en plus après avoir parcouru le système solaire, avoir fait les mouvements de la Terre, etc., la Voie lactée. Maintenant, on passe dans les galaxies, dans l'univers un peu plus lointain. Euh, voilà. Donc, là, je vous montre une galaxie. En fait, je vous ai déjà parlé. Il s'agit de la galaxie d'Andromède, qui se trouve à 2 millions d'années-lumière de nous, donc loin. La lumière met 2 millions d'années pour parvenir jusqu'à nous. Cette galaxie, c'est une galaxie qui ressemble beaucoup à la nôtre. Donc, c'est un ensemble d'étoiles, de gaz et de poussière. C'est une galaxie spirale. Vous pouvez voir ici donc, le noyau de la galaxie. Et là, en fait, vous avez les bras de la galaxie et vous voyez que donc, ces bras entourent le noyau. Et en fait, vous avez beaucoup d'étoiles assez vieilles qui sont au centre. Et la plupart du gaz et des étoiles jeunes se trouvent à l'extérieur, dans cet endroit-ci de cette galaxie. Vous pouvez y voir aussi des galaxies satellites. Vous en voyez une ici, pardon, et vous en avez une autre ici. Voilà. Ce sont deux galaxies satellites qui tournent autour de la galaxie d'Andromède. Et en fait, cette galaxie est l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil nu. Euh, donc, j'insiste, on le voit à l'œil nu, c'est-à-dire dans les nuits principalement d'été, un petit peu d'automne aussi, dans des environnements où il n'y a pas trop de lumière autour de vous, pas trop de pollution lumineuse. Eh bien, vous voyez une petite tache floue dans la constellation d'Andromède, qui est à côté de Pégase. Et là, cette tache floue, en fait, eh bien, ce sont plusieurs centaines de milliards d'étoiles avec beaucoup de gaz, beaucoup de poussière. Donc voilà, c'est la galaxie d'Andromède. Et ce qui est toujours assez étonnant de se dire, c'est que en fait, si vous étiez sur la galaxie Andromède, eh bien, vous verriez une autre galaxie avec à peu près la même forme et avec à peu près autant d'étoiles, donc la même luminosité. Donc ça, c'est une image dans le visible, c'est-à-dire dans le rayonnement qu'on voit à l'œil, hein, tout simplement. Et ça, c'est une image que je vous montre qui a été prise dans le visible, mais aussi en infrarouge. Et donc, en infrarouge, ce qu'on voit principalement, c'est plus la poussière de cette galaxie. La poussière émet dans le rayonnement infrarouge. Et bien, vous voyez sur la galaxie, ces bandes rouges là, qui entourent le noyau, c'est justement la poussière qui se trouve dans notre galaxie. Et tout le rouge que vous avez autour, c'est aussi de la poussière qui se trouve autour de notre galaxie. Enfin, autour de la galaxie Andromède, mais en fait, on pourrait voir la même chose sur notre galaxie. Donc, en fait, il faut bien voir qu'une galaxie, c'est un écosystème où vous avez euh, du gaz qui va se compacter, se condenser pour se transformer en étoiles. Et vous avez des étoiles qui sont déjà formées, donc des étoiles vieilles au centre, qui sont plutôt des étoiles de faible masse, qui vont vivre longtemps. Et puis des étoiles jeunes tout autour, qui sont plutôt des étoiles de grande masse et qui vivent moins longtemps. Et donc tout ce gaz qui reste présent, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus à l'extérieur qu'au centre. Ça veut dire qu'il y a encore possibilité de former plein d'étoiles à l'extérieur, à la périphérie de la galaxie, beaucoup plus en fait qu'au centre de notre galaxie. On pourrait aussi dire qu'il y a aussi beaucoup de gaz qui se trouve autour, qui lui, a priori, ne va pas se transformer en étoile parce qu'il n'est pas assez dense, il y a moins d'instabilité gravitationnelle qui vont le faire transformer en étoile, donc il va rester comme ça. Euh, il peut rester comme ça pendant très longtemps. Voilà, donc ça c'est Andromède. Alors Andromède, il y a autre chose qui est intéressant à dire dessus, c'est que, eh bien, en fait, elle se rapproche de nous. Vous voyez, nous, on se rapproche d'elle. En fait, on se rapproche l'une de l'autre. Et on pense que dans quelques milliards d'années, la galaxie Andromède, donc vous voyez sur la gauche ici, en fait, se rapproche de nous peu à peu. Hein, et dans quelques milliards d'années, elle va rentrer en collision avec la Voie lactée, qui est notre galaxie. Vous voyez la Voie lactée ici. Donc, on va avoir deux Voies lactées en fait dans le ciel pendant un certain temps. Et puis, les deux galaxies vont s'interpénétrer
toutes les étoiles, le gaz, la poussière va rentrer d'une galaxie dans l'autre et tout ça va se mélanger. Alors, comme il y a beaucoup de vide, il risque de ne pas y avoir tellement de collisions, hein, les étoiles vont passer à côté. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les deux trous noirs qui sont au centre des deux galaxies vont se tourner autour de plus en plus près. À un moment donné, ils vont fusionner. Et tout le gaz qui est autour de la galaxie, d'abord, il va y avoir beaucoup plus de gaz, puisqu'on rassemble deux galaxies ensemble. Et bien, ce gaz-là va former de nouvelles étoiles. Ça va faire une flambée d'étoiles. En fait, ça va rajeunir notre galaxie. Notre galaxie, aujourd'hui, elle a de l'ordre de 12 milliards d'années, c'est-à-dire quasiment la durée de vie de l'univers. L'univers a 13,8 milliards d'années. Eh bien, après cet événement, notre galaxie va repartir presque à zéro. C'est-à-dire qu'elle va avoir plein de gaz qui vont former plein d'étoiles. On appelle ça, du coup, une flambée de naissance d'étoiles. Alors, est-ce que c'est exceptionnel comme événement pour la vie de notre galaxie? Oui, c'est assez exceptionnel, ça ne se passe pas très souvent. Est-ce que c'est... Alors, je vois qu'il y a une question justement dans la conversation, mais normalement, les galaxies s'éloignent de plus en plus. Eh bien, en règle générale, oui, les galaxies s'éloignent de plus en plus. Ça, c'est dû à l'expansion de l'univers, à l'expansion en fait, de l'espace-temps de notre univers. Donc, en effet, les galaxies s'éloignent. Si elles sont proches, cette expansion n'est pas très grande. Si par contre, plus elles sont loin, plus l'expansion devient grande. Donc, en effet, deux galaxies à des points, à des distances très éloignées l'une de l'autre, ont beaucoup plus de chances de s'éloigner que de se rapprocher. Mais Andromède n'est qu'à 2 millions d'années-lumière. L'univers, on pense qu'il fait probablement de l'ordre de 50 milliards d'années-lumière. Il est très, très grand. Donc 2 millions d'années-lumière, c'est rien. Et ces deux galaxies-là, du coup, ne s'éloignent pas très vite du fait de l'expansion de l'univers, et donc elles vont se rapprocher. Elles vont se rapprocher, et là, donc, ce n'est pas l'expansion de l'univers, le rapprochement est dû tout simplement à, à la gravitation qui rapproche les deux galaxies. Alors, donc, je vous l'ai dit, c'est exceptionnel pour nos galaxies, mais en fait, ça n'est pas exceptionnel pour les galaxies, ça se passe très souvent. Dans la plupart des galaxies, en fait, on voit des traces de collision. Là, par exemple, je vous en montre une qui s'appelle la galaxie des chiens de chasse. Et ce sont deux galaxies qui sont en train de se rentrer dedans. Alors, vous voyez encore une fois une image en infrarouge. Et cette image en infrarouge vous montre, alors là, vous avez les noyaux des galaxies, vous avez les bras des galaxies. Et là où il y a du rouge, c'est qu'il y a beaucoup de poussière. Et donc, toute cette poussière qui se trouve en fait répartie le long des bras, c'est là où se passent les naissances d'étoiles. Et là, vous voyez ce qui est en train de se passer. Les deux galaxies sont en train de se rentrer dedans. Et donc, il y a d'abord un petit balai, hein, parce que les deux galaxies se rentrent dedans, s'éloignent, se rapprochent, etc., jusqu'à ce qu'elles fusionnent. Donc ça prend du temps. Et quand elles vont fusionner, tout le gaz, la poussière des galaxies va former des étoiles, une flambée d'étoiles. Donc, on appelle ça d'ailleurs des galaxies starburst, c'est-à-dire des galaxies à flambée d'étoiles. Et là, vous voyez que cette galaxie-là, eh bien, elle a beaucoup plus de gaz qui va être disponible pour elle. Et en plus, le fait de se rentrer dedans, ça crée une onde de choc qui va faire s'effondrer des parties du gaz sur eux-mêmes et ça va faire naître de nouvelles étoiles. Là, vous en avez on fait un zoom sur cette galaxie. Vous voyez ici des bras qui sont en train de se rentrer dedans et toute cette poussière disponible va faire naître des étoiles lors de la collision. Alors, là, je vous ai montré juste deux exemples, mais en fait, je vous en montrais beaucoup plus. Donc là, vous voyez quelques exemples de collisions de galaxies. Et là, vous voyez très clairement que ce ne sont pas les mêmes galaxies. Elles ont des formes très différentes. Vous voyez, donc il y en a une ici qui a une forme un peu allongée, l'autre qui a une forme plus ronde. Elle se rentre dedans. Voilà, pareil pour toutes ces images. Là, c'est une galaxie spirale avec une galaxie plutôt elliptique.
ou même irrégulières. Là, vous avez deux galaxies régulières qui se rentrent dedans. Alors évidemment, quand deux galaxies, là, vous avez deux spirales qui se rentrent dedans. Mais une fois, alors vous voyez qu'elles sont en train de se rentrer dedans, elles se rapprochent. Après, il y en a une autre, là, un autre stade où elles sont en train de s'échanger de la matière. Et il y en a qui sont, bah, celles-là, elles sont en train de fusionner, celles-là aussi. Celles-là, elles n'en sont pas loin. Alors, voilà, donc ça fait cette collision crée deux choses, la flambée d'étoiles dont je vous ai parti, et aussi, en effet, au centre de la plupart des galaxies, il y a un trou noir. Alors, comme il y a un trou noir au centre de la plupart des galaxies, lorsque les galaxies fusionnent, eh bien, vous avez un trou noir avec un autre trou noir. Ces deux trous noirs, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se tournent autour, et puis, à un moment donné, ils vont se rentrer dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle la fusion d'un trou noir. Un trou noir de masse M1 avec un trou noir de masse M2, ça va donner un trou noir d'une masse un petit peu inférieure à M1 plus M2, parce qu'il y a une partie qui s'échappe en ondes gravitationnelles. Donc, chaque galaxie a un trou noir en son cœur, et à la fin, vous allez finir avec une galaxie plus massive, puisqu'elle va récolter l'ensemble, la somme de la masse des deux galaxies, et le trou noir aussi au centre est plus massif. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour nous avec Andromède. Hein. À la fin, on va finir dans une galaxie qui sera la somme de la galaxie de la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Et les deux trous noirs, Voie lactée et Andromède, vont se rentrer dedans pour donner naissance à un plus gros trou noir, dont la masse sera un petit peu inférieure à la somme des deux. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte aujourd'hui que la plupart des galaxies ont fusionné avec d'autres galaxies, sont en train de fusionner ou vont fusionner. Et en fait, c'est aussi ça qui va donner les formes différentes des galaxies qu'on observe dans le ciel. Là, par exemple, vous voyez une galaxie, c'est une grosse galaxie, c'est la plus grosse galaxie de l'amas du Centaure. Un amas de galaxies, c'est un rassemblement de plein de galaxies. Et là, vous voyez en fait une galaxie elliptique. Vous voyez aussi des filaments de poussière. Eh bien, en fait, on pense que ces filaments-là résultent de plusieurs collisions qui se sont enchaînées les unes après les autres. Et donc, vous avez cette galaxie elliptique, c'est-à-dire c'est la forme d'une ellipse. Hein. Cette galaxie elliptique est une galaxie massive de plusieurs milliards de fois la masse de notre étoile, le Soleil. Et il y a des filaments à l'intérieur qui résultent de la collision de plein de galaxies qui a fourni de la poussière, des étoiles, de la matière. Et tout ça, ça fait un gros amas qui n'a pas une forme très très claire, mais qui résulte de la fusion de beaucoup de galaxies qui se sont rentrées dedans. Et donc, c'est pour cela aussi que cette galaxie est la plus grosse galaxie de cet amas-là, parce qu'elle est le résultat de beaucoup de fusions de galaxies. Et alors, donc quand on regarde maintenant les formes des galaxies, vous voyez là un petit schéma, enfin un petit florilège d'images, de photos de galaxies prises par un satellite infrarouge qui s'appelle Spitzer. Et là, vous voyez différentes formes. Alors, vous voyez les elliptiques dont je viens de parler, qui sont là, donc ça a la forme comme une ellipse un peu. Après, vous voyez, là, en bas à gauche, vous avez les irrégulières. Donc, comme leur nom l'indique, elles sont des formes irrégulières. Et souvent, résultent soit ce sont des petites galaxies qui ne sont pas très massives, donc n'ont pas une forme très bien définie, soit elles résultent de la collision d'autres galaxies. Et si on va dans cette branche-là en bas, on arrive vers les spirales barrées, exactement comme notre galaxie, la Voie lactée. C'est une spirale barrée. Donc, vous voyez ici un exemple qui ressemble beaucoup à notre galaxie, la Voie lactée. Après, vous avez les spirales intermédiaires et les spirales non barrées. Voilà. Donc là, vous voyez en fait que les bras partent directement du noyau et entourent la galaxie. Alors, en fait, dans les spirales barrées, vous avez des fois des galaxies qui ont des barres très très claires, comme celle-là par exemple, une grande barre avec les bras qui partent.
et puis vous en avez d'autres où vous voyez les bras sont vraiment, enfin les barres pardon, sont très petites. Notre galaxie a une barre qui est plutôt petite, hein, donc c'est pour ça que peut-être on peut la confondre facilement avec une spirale qui n'est pas barrée. La confusion est facile à faire. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes formes de galaxies. Et en fait, aujourd'hui, on interprète plutôt ces formes-là comme différentes histoires de fusion de galaxies. Alors, je vois qu'il y a une remarque sur les barres. En fait, ce qu'on appelle la barre des galaxies, c'est, par exemple, ça se voit bien sur la galaxie qui est en bas ici. Là. Voilà. Vous voyez cette galaxie qui est en bas dans les spirales dites barrées. Vous avez un noyau brillant, vous avez une barre qui est autour de ce noyau-là, qui est comme un segment rectiligne, hein, et de cette barre-là, vous avez des bras qui partent. Donc les bras, en fait, partent directement de cette barre. Donc là, on voit une barre, on en voit aussi une petite ici, ici aussi. Voilà. On en voit sur ces spirales qu'on appelle barrées. Par contre, on n'en voit pas sur les spirales dites non barrées, où là, vous voyez que les bras partent directement du noyau de la galaxie. Donc la différence, c'est que les spirales barrées ont des bras qui partent de la barre, et les spirales non barrées ont des bras qui partent directement du noyau. C'est la grosse différence. Encore une fois, je vous dis, sur notre galaxie, la Voie lactée, la barre est petite, donc on peut facilement la confondre avec une spirale non barrée. Voilà, donc les galaxies ont des formes vraiment qui peuvent être très très différentes les unes des autres, mais souvent, je vous l'ai dit, résultent d'histoires de fusion différentes de galaxie et galaxie. Alors, je vous montre aussi celle-là, ça c'est cette galaxie qu'on appelle M104, c'est la galaxie du sombrero, donc comme le chapeau mexicain. Et en fait, vous voyez, donc ça c'est en infrarouge, hein, on voit ici beaucoup d'étoiles, de gaz, et au milieu, vous voyez comme un anneau. En fait, ce n'est pas un anneau, mais c'est un tore de poussière. C'est de la poussière. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en infrarouge, on le voit très très brillant. Par contre, dans le visible, on ne le verra pas brillant, mais on va quand même le voir parce qu'il va cacher les étoiles qui sont derrière. Donc, il y a plutôt un effet de masque. Donc, ça, c'est la galaxie au sombrero qui est assez caractéristique de ce genre de galaxie, et on voit bien la poussière qui cache les étoiles qui sont derrière. L'autre chose qu'on peut dire en regardant cette image-là, c'est que vous voyez qu'il y a plein de petits points. Par exemple, ici, regardez sur l'irrégulière qui est en bas à gauche, là, vous avez plein de petits points rouges. Là, sur la spirale barrée, à droite, vous avez aussi des petits points rouges. Vous en avez aussi ici. Et là, regardez sur cette galaxie qui est en haut, vous avez aussi comme des points rouges. Ces points rouges, et un dernier exemple ici, là, sur cette M74. Sur cette galaxie, vous en avez plein aussi. Eh bien, ce sont en fait, des nébuleuses. C'est des pouponnières d'étoiles. C'est des endroits où naissent les étoiles. Dans ces points rouges, en fait, il y a plein d'étoiles qui sont en train de naître. Qui vont toute leur vie former des atomes de plus en plus lourds, qui vont à la fin de leur vie mourir et rendre ces atomes à la galaxie. Et ça va permettre à d'autres étoiles de naître, peut-être à des planètes de naître, de se former, etc. Voilà un peu les formes de galaxies différentes. Et eh bien, ces galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'univers, elles sont réparties dans ce qu'on appelle des amas de galaxies. Et ces amas de galaxies, il y en a plein dans l'univers, et chacun de ces amas va comporter de quelques dizaines à quelques milliers de galaxies. Ça fait de très gros amas. Nous-mêmes, nous trouvons dans un amas local qui contient en particulier la galaxie d'Andromède, la galaxie du Triangle et une cinquantaine de galaxies comme ça. Donc là, vous voyez vous voyez l'amas 1689 et à droite, l'amas 370. Et donc, vous voyez donc plein de galaxies différentes. Donc, toutes ces galaxies appartiennent au même amas. Vous remarquez aussi qu'il y a des formes bizarres, comme si on avait des cercles, ou au moins des portions, des arcs de cercles. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. Donc, ça, c'est un résultat de la relativité générale. C'est dû au fait que la masse de l'amas va dévier la lumière d'objets qui se trouvent derrière lui. Et en déviant cette lumière-là,
Donc, ça va faire, c'est l'antigravitationnel. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça la caustique quand on regarde la forme que fait cette, la forme suivie par cette lumière due à la déformation par cette masse. Donc, c'est vraiment un résultat de la relativité générale et c'est du fait que c'est des objets qui sont très massifs et aussi très loin et donc qui déforment le trajet de la lumière sur une grande distance. Voilà, et en fait, on a aussi, là, je n'ai pas d'image, mais on a ce qu'on appelle des super-amas, c'est-à-dire des amas d'amas, des amas d'amas de galaxies. Euh, donc, chaque galaxie comporte plusieurs centaines de milliards d'étoiles, et on a probablement plusieurs centaines de milliards de galaxies. Donc, faites le calcul du nombre d'étoiles que ça fait au total, ça fait beaucoup d'étoiles dans l'univers. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au moins dans notre galaxie, il y a à peu près une étoile sur deux qui a une planète autour. Vous pouvez faire, donc, quand vous avez le numéro d'étoiles, vous divisez par deux, et alors, vous avez à peu près le nombre de planètes. En fait, probablement moins parce que les premières galaxies, comme les étoiles primordiales, avaient très peu d'atomes lourds, elles vont probablement former peu de planètes, mais voilà, ça donne un ordre de grandeur du nombre de planètes qui se trouvent dans l'univers. Et un ordre de grandeur, donc du nombre d'étoiles. Vous voyez que c'est vraiment énorme. C'est un nombre qu'on pourrait dire astronomique. Voilà donc sur l'univers. Je vais maintenant vous montrer quelques visions un petit peu en sortant du domaine visible. On va passer à ce qu'on peut voir avec d'autres rayonnements. Donc, c'est ce qu'on appelle l'astronomie multilongueur d'onde. Voilà, alors ça c'est le spectre électromagnétique où on va de la radio à droite jusqu'au rayon gamma à gauche, en passant par l'infrarouge, le visible qui est le rayonnement que l'on voit à l'œil nu, l'ultraviolet et les rayons X. Et donc le visible, vous connaissez bien. On va d'abord étendre à l'infrarouge puisque l'infrarouge a été, les rayons infrarouges, le domaine infrarouge a été découvert par quelqu'un dont on a déjà parlé, qui s'appelle William Herschel. Et William Herschel, en 1800, donc il y a plus de 200 ans maintenant, vous voyez, il y a son télescope dont je vous ai déjà parlé, là, qui est on voit dans son jardin. En 1800, alors qu'il était en train de mesurer les températures du domaine visible, donc allant du bleu au rouge, il a laissé son thermomètre un peu au-delà du rouge et son thermomètre indiquait une température différente de ce qu'il aurait dû indiquer dans la, la pièce à une température ambiante. Et en fait, il venait de découvrir l'infrarouge. En fait, il venait de découvrir qu'il y avait de la lumière qui était invisible à nos yeux, mais qui existait, qui était là. Donc, c'était une belle découverte et aujourd'hui, donc, on observe régulièrement dans ce domaine-là les galaxies et je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, puisque je vous ai dit que la poussière en particulier émettait en infrarouge. Donc, ça, c'est en haut à droite, vous avez le satellite Spitzer, vue d'artiste évidemment, avec la Voie lactée derrière. Et là, eh bien, vous avez une image vue par Spitzer du centre galactique dans le domaine infrarouge. Et donc, vous voyez partout de la poussière. La seule chose que vous voyez, ce que vous voyez le plus clairement en infrarouge, c'est la poussière. Vous allez aussi voir les étoiles, bien sûr, parce que les étoiles aussi émettent en infrarouge. Vous pouvez même voir des planètes, mais vous allez surtout voir la poussière, parce que c'est vraiment le domaine où la poussière émet le plus. Et donc, c'est très intéressant, par exemple, pour étudier des pouponnières d'étoiles, là où naissent les étoiles, parce que c'est justement les endroits où il y a plein de poussière où vont naître les étoiles. Donc, voilà, ça, c'est le centre galactique. Et vous voyez qu'il y a plein de poussière dans le centre galactique, comme on va le voir dans d'autres rayonnements encore. Alors, un peu plus grande longueur d'onde, c'est-à-dire plus faible énergie que l'infrarouge, on va par là, et le domaine radio. Alors, les ondes radio ont été découvertes sur le papier, on va dire, en 1865 par Maxwell et ont été découvertes de façon expérimentale, c'est-à-dire ont été écoutées par Hertz en 1888. Et là, vous avez l'image d'un radiotélescope, qui est le radiotélescope de ALMA, sur le plateau de Chartenter au Chili. Vous avez plusieurs antennes, vous avez 67 antennes radio
de 12 mètres de diamètre chacune. Là, ça, c'est une vue de Alma qui se trouve au Chili. Et ça, maintenant, par contre, c'est une vue de Mercat, qui est le Square Kilometer Array. Donc, c'est un observatoire radio qui est réparti à la fois en Afrique du Sud et en Australie. Voilà, je vous montre une vue de ce radiotélescope avec des antennes qui sont réparties à différents endroits. Et je vais vous montrer une image du centre galactique vue en radio par ce réseau interférométrique. Voilà, vous voyez ici le centre galactique vu en radio. Et ce que vous voyez surtout, c'est que c'est très lumineux dans le centre galactique et vous avez beaucoup de filaments comme ça. En fait, ces filaments, ce sont c'est de probablement des électrons qui se trouvent de la poussière, des ions, en fait, de la poussière ionisée qui se trouvent répartis sur les champs magnétiques de notre galaxie. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est vraiment ce qui se passe au centre de la galaxie, avec tous ces filaments qui sont orientés à peu près dans la même direction, puisqu'ils suivent le champ magnétique de la galaxie. Ensuite, quand on va vers les rayonnements plus énergétiques, donc ça, par exemple, c'est les rayons X. Les rayons X ont été découverts par Röntgen. Monsieur Röntgen a eu d'ailleurs le premier prix Nobel de physique en 1901, donc vous voyez ici. Et la première chose qu'il a fait pour illustrer sa découverte, c'est qu'il a passé la main de son épouse dans un détecteur de rayons X. Donc là, vous voyez la main, vous voyez les os avec la bague. Il a passé les chaussures aussi de son épouse dans le détecteur. Donc là, c'est des bottes avec des clous que vous voyez apparaître ici. Tout ce qui est en fait dans un métal un peu dur, une épaisseur un peu plus dense, enfin d'une densité plus grande, comme les os par exemple apparaissent, alors que le reste des tissus n'apparaissent pas. Et il a passé aussi le sac à main. Ici, vous voyez la grande clé et puis tout ce qui est fermeture en fer du sac. Donc tout ce qui était dense laissait moins passer les rayons X. Eh bien, on peut aussi regarder le centre galactique en rayons X. Ça, c'est le satellite Chandra qui regarde le centre galactique. Et là, vous voyez des astres qui sont soit des naines blanches, des étoiles à neutrons ou des trous noirs, c'est-à-dire des astres qui sont d'une grande densité, qui sont à la fin qui sont des étoiles qui sont déjà mortes, en fait, qui sont effondrées sur elles-mêmes. Ça, c'est ce qu'on voit en rayons X quand on regarde le centre galactique. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on regarde le centre galactique en multilongueur d'onde, en visible, en radio et en infrarouge. Donc là, vous avez une vue recomposée de notre Voie lactée. Ce n'est pas une vraie image, puisque évidemment, on ne peut pas sortir de notre galaxie, prendre une photo puis revenir. Donc, en fait, nous sommes ici, la petite flèche verte là. Le centre galactique, il est là. Et je vais vous montrer maintenant des vues quand on regarde vers le centre galactique. Alors, tout d'abord, si vous regardez le centre et que vous êtes dans un endroit assez pur, vous allez voir ça. Ça, c'est l'image en haut à gauche. Vous allez voir une densité d'étoiles très grande. Ici, quelques nébuleuses. Et là, c'est le centre galactique. Donc, quand on se dirige vers ce centre galactique, là, c'est les ondes radio que je vous ai déjà montrées tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure avec des filaments. Si on fait un zoom sur cette partie-là, on retrouve, vous voyez cette forme ici un peu étrange. Vous avez ici, donc en radio, on retrouve ici le centre de la galaxie et là, plein de filaments qui sont dus au champ magnétique, là aussi. On refait un zoom là-dessus. Donc là, on est toujours en radio et on voit ces filaments. Là, le centre galactique est là. On refait un zoom. Cette fois-ci, on voit beaucoup d'étoiles. Ces étoiles-là sont visibles en infrarouge. Et quand maintenant, on fait un zoom sur cette partie centrale, voilà ce qu'on voit. Alors, ce sont de vraies images qui sont mises bout à bout et où on voit des étoiles qui vont tourner autour de cette croix jaune. Donc, regardez ce qui se passe. Vous voyez cette étoile, par exemple, là, ici, elle est en train de tourner. Voilà, et elle accélère quand elle est là. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Cette étoile qui est ici, on va la suivre ici. Vous voyez qu'elle s'accélère quand elle passe à côté de ce point-là. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Quand on avait parlé des planètes qui tournaient autour du Soleil, on avait vu qu'elles tournaient suivant une ellipse.
Et aussi, on avait vu que les planètes accéléraient quand elles arrivaient près du Soleil. Et bien là, c'est exactement la même chose qui se passe. L'étoile accélère quand elle arrive non pas près du Soleil, mais près d'un trou noir. Et en fait, ce point ici, c'est tout simplement un trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie et qui pèse 4 millions de fois la masse du Soleil. Alors, les trous noirs, on en a un petit peu parlé déjà quand on a parlé d'étoiles, mais cette fois-ci, donc, on parle de trous noirs supermassifs, c'est-à-dire un trou noir qui se trouve au centre des galaxies et qui pèse plusieurs millions, voire plusieurs de fois la masse du Soleil. Donc là, vous avez la première simulation d'un trou noir avec de la matière qui se trouve autour. En fait, là, vous voyez le devant de la matière, c'est comme un disque. Vous voyez le devant du disque et là, vous voyez l'arrière du disque. Ça, c'est la première simulation faite par Luminet en 79. Et là, c'est fait par Kip Thorne en 2015 pour le film Interstellar avec Gargantua. Vous avez donc un disque de matière qui est visible ici, et vous avez l'arrière du disque qui est en fait relevé parce que les rayons lumineux, la trajectoire est déformée par la présence du trou noir. Donc vous voyez en fait l'arrière du disque qui apparaît comme ça devant vous. Alors voilà, c'est une simulation. On mettait un trou noir devant le centre de la galaxie. Et donc, vous voyez cette déformation. Évidemment, nous, on ne voit pas ça puisque notre trou noir, il est dans la galaxie, au cœur. En fait, on ne voit pas les effets du trou. En fait, on voit uniquement les effets du trou noir par la rotation des étoiles, mais on ne voit pas cette déformation-là. Là, il faudrait que le trou noir soit en dehors, entre nous et la Voie lactée. Mais voilà la déformation que ça pourrait faire, pour montrer quand même que ça fait une déformation importante. Et maintenant, je vous montre un dernier exemple. Ça c'est donc une simulation en vue de ce qu'on devrait voir avec un télescope réparti sur plusieurs continents qu'on appelle le EHT, Event Horizon Telescope. Et donc, en fait, vous avez une simulation donc, de ce qu'on devrait voir. Et là, maintenant, je vous montre une vraie image acquise par ce radiotélescope réparti sur plusieurs continents d'un trou noir qui se trouve au centre d'une galaxie active qui s'appelle M87. Et là, donc, ce que vous voyez, c'est ce petit donut que vous voyez là. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est toute la matière qui se trouve autour du trou noir qu'on est en train de visualiser. Donc, évidemment, on ne voit pas le trou noir qui, lui, est au centre et invisible. On voit la matière qui se trouve autour de ce centre-là. Voilà, donc tout ça, c'est des observations qu'on appelle multilongueurs d'onde. Alors la difficulté, évidemment, c'est que y a l'atmosphère qui nous cache une grande partie de ces rayonnements. Alors des fois, c'est plutôt pour notre bien-être. Par exemple, les rayons gamma, les rayons X et les ultraviolets sont bloqués par l'atmosphère. Par contre, la lumière visible, elle, peut passer complètement. Après, il y a certaines fenêtres en infrarouge. Dans le millimétrique, par contre, c'est arrêté par les molécules d'eau qui sont dans l'air. Et oui, ça redevient transparent dans la zone radio. Avec la zone radio, il y a une grande fenêtre, une grande plage là où c'est transparent, jusqu'à ce que ce soit de nouveau bloqué. Donc en fait, on va regarder dans certaines plages, par exemple dans le visible, dans l'infrarouge, dans la radio, on peut le faire depuis la Terre. Par contre, pour le reste, il va falloir le faire avec différents instruments. Par exemple, on envoie des fusées ou des ballons, ou on met un télescope sur un avion, ou alors on envoie des satellites vraiment au-dessus de enfin, dans l'atmosphère. On peut évidemment aussi observer avec des observatoires. Par exemple, ici, c'est l'observatoire de La Silla, de Paranal. Ça, c'est celui de Charnanton, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est un radiotélescope qui se trouve en Arizona. Ça, c'est l'observatoire du Pic du Midi. Finalement, je vous montre aussi un observatoire radio en Chine qui s'appelle le FAST, qui fait 500 mètres de diamètre. Donc là, vous avez un demi-kilomètre d'un bout à l'autre de la cuvette. Donc tout ça, ce sont des observatoires qui permettent d'observer dans différents domaines de longueur d'onde, allant du domaine visible, infrarouge, avec ces trois-là, jusqu'à la radio, avec ces trois-là,
Ce n'est pas non plus les mêmes fréquences. Ici, on observe plutôt dans le millimétrique, submillimétrique, et là, c'est plutôt dans le centimétrique. Donc après, ça dépend de ce qu'on veut regarder, de quel phénomène on veut étudier. Voilà, donc, et ça, maintenant, ce sont des satellites. Donc ici, donc ça, c'est Hubble, Spitzer, Chandra, XMM, Fermi intégral. Donc Hubble observe tout dans le domaine visible, Spitzer en infrarouge, Chandra et XMM en rayons X, et intégral dans le rayon plutôt hautes énergies, rayonnement hautes énergies, et Fermi encore plus hautes énergies. Et évidemment, on ne s'arrête jamais à ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on développe toujours de nouveaux projets. Donc là, ce sont de futurs observatoires. À droite ici, c'est un satellite James Webb Space Telescope qui fait 6,50 m de diamètre. Vous voyez qu'il a un miroir qui est un petit peu bizarre, hein. Il est formé de plusieurs petits miroirs hexagonaux. Et il est replié. Pourquoi il est comme ça? C'est parce qu'on doit, on doit le replier pour le lancer dans la fusée. Le lancement sera l'année prochaine. Et ensuite, on va le mettre très loin de la Terre, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Vous voyez la Terre et la Lune qui sont ici. Et il y a ce bouclier thermique qui va se déployer. Et donc, le James Webb Space Telescope va pouvoir observer dans le domaine infrarouge des choses qui sont très, très faibles, soit des atmosphères d'exoplanètes, soit des galaxies lorsqu'elles sont en train de se former, par exemple. Sur Terre, plus tard, plutôt vers 2025, on va avoir un gros télescope de 38 mètres de diamètre au Chili. Là, vous voyez les gens qui sont juste à côté, là. Et ce télescope va aussi permettre de percer les secrets de l'univers, euh, euh, soit exoplanètes, l'atmosphère d'exoplanètes habitables, soit la formation de galaxies primordiales. Donc, on essaie de regarder toujours plus faible, toujours plus loin, et d'étudier les objets avec toujours une meilleure résolution, une meilleure sensibilité. Voilà, et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce petit diagramme. Alors en fait, j'aime bien ce petit diagramme parce qu'il vous montre la taille des différents télescopes. Avec ici, vous avez la taille d'un humain. Là, vous avez le télescope dont je viens de vous parler, celui qui fait 38 mètres de diamètre. Et celui aussi dont je vous ai parlé juste avant, qui est le James Webb Space Telescope, donc qui fait 6,50 m de diamètre. Et puis tous les autres télescopes, pas forcément petits d'ailleurs, par exemple ici vous avez le VLT dont je vous ai parlé plusieurs fois, le Pèlerinage Télescope, et par comparaison, je vous montre le grand réfracteur, c'est-à-dire la grande lunette de 1900 qui a été exposée lors de l'exposition, la grande exposition de Paris. Et vous voyez ici la taille qui est vraiment toute petite, c'était pourtant 1 mètre de diamètre. Donc c'était énorme. C'était une lunette qui faisait 1 mètre de diamètre. Une lentille de 1 mètre de diamètre. C'était énorme. Et vous voyez pourtant que maintenant, ça fait tout petit par rapport à ce qu'on construit. Évidemment, on a augmenté les tailles. Et, et, ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand on regarde par rapport à la taille du télescope de Galilée, la lunette de Galilée qui faisait 6 cm de diamètre, qui n'est même pas représentée ici parce qu'elle serait trop petite. Et en fond, vous avez un télescope qui n'a jamais été construit, en fait, mais qui devait faire 100 mètres de diamètre. Et si vous regardez maintenant cette ligne séparant le gris du blanc, là, ça, c'est un bout du diamètre du télescope d'Arecibo, un télescope qui observe en radio et qui malheureusement a subi des dommages à cause d'ouragans et qui maintenant est en train de s'effondrer. En fait. Donc il va être décommissionné, il va être démonté. Et là, vous voyez donc la différence de taille entre un télescope optique et un télescope radio. Les télescopes radio sont toujours beaucoup plus grands. Il y en a un qui n'est même pas présenté ici, c'est le télescope le télescope de 500 mètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vais vous finir maintenant avec juste quelques moyens pour se repérer dans le ciel. Si vous voulez, cet hiver par exemple, ou plus tard, vous repérer un petit peu mieux dans le ciel et voir les constellations et les objets. Il y a différentes applications. Là,
J'ai juste noté Starwalk, Skyfari, Astroplanner, mais vous en avez plein d'autres. Moi, j'utilise Starwalk, je la trouve bien. Mais voilà, vraiment, il y en a plein qui sont très très bien et qui sont euh, gratuites ou même enfin, pas chères ou gratuites. Donc là, vous avez reconnu, c'est la grande ours. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est les différentes étoiles. Une application va vous montrer aussi ce que le dessin qui est représenté, etc. Voilà, ça, après, pouvez aussi vous acheter une carte du ciel. Vous allez avoir tout le ciel qui va se déployer devant vous et vous pourrez comme ça essayer de reconnaître des constellations visibles dans le ciel, avec les planètes aussi, hein, Jupiter, Mars, Vénus, Saturne, qui sont visibles en ce moment, la Lune aussi, évidemment. Donc ça, et alors vous pouvez vous inscrire à des listes comme Space Weather ou Moonwise qui vous permettent d'être prévenu quand il y a des événements comme des conjonctions, c'est-à-dire un rassemblement entre une planète et entre deux planètes ou une planète et la Lune par exemple, ou alors une pluie d'étoiles filantes, choses comme ça. Donc ça peut valoir le coup. Et évidemment, donc souvent on sépare entre l'horizon, par exemple l'horizon nord et l'horizon sud, l'horizon l'est, l'horizon ouest. Donc choisissez en fonction de ce qui est visible de chez vous pour avoir la, la carte qui correspond au mieux à ce que vous pouvez voir. Mais je vais m'arrêter ici. Avez-vous des questions à ce niveau-là?